Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Le championnat est terminé, mais on a encore plein de belles choses à vous raconter avec les playoffs, le barrage Ligue 2 national et puis on aura la chance de recevoir un homme qui monte en Ligue 1, c'est le Clermontois, Johan Gatien. On parlera aussi de la descente en Ligue 2 de Nîmes avec le journaliste Colin Delprat et puis comme chaque semaine, on terminera par le quiz. Pour ce joli programme, c'est le retour du trio de Ma Ligue 2, Laurent Mazur, Dorian Wemmel, Philippe Dechter. Salut les gars. Salut Alex, Salut à tous. Content de vous voir tous les trois pour cette fin de saison là, passionnante. Parce que là, les grands joueurs pour les grands événements. Exactement. Retour de Laurent Mazur. Ouais. C'est vrai qu'il y a Arthur Desmas et Paul Bernardoni. Je ne sais pas qui je peux être, moi, comme gardien, mais là, je suis bien entouré. À vous de juger pour ceux qui regarderont en vidéo ce podcast. Maxime Dupé. Maxime Dupé. Maxime Dupé. Sans la barbe. Ouais, sans la barbe. C'est ça. Je me raserai la prochaine fois. Okay. Bon les gars, on va commencer tout de suite par évoquer le match d'hier, le gros match d'hier, le Playoff 1 entre Grenoble et le Paris FC, remporté 2-0 par le GF38. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Pour vous, la qualif grenobloise est méritée ou le PFC est passé à côté de quelque chose? Alors, pour moi, le Paris FC a loupé son entame de match. Ils ont mis 20 minutes à rentrer dedans. Le 1-0 pour Grenoble était donc logique. Et Grenoble à la maison, c'est cette saison très solide. Je crois que c'est 13 victoires. Si je ne me trompe pas, c'est une seule défaite. Donc non. Une fois que Grenoble était devant, ça paraissait très compliqué pour Paris de revenir. Et puis finalement, à part une frappe sur le poteau en première période, une frappe de loin, un réveil à partir de la 75e où Grenoble a commencé un peu à reculer. Moi, je n'ai pas senti des Grenoblois sur la défensive ou mise à mal par un Paris qui était vraiment trop inoffensif et qui n'en a pas fait assez hier. Voilà, finalement, c'est assez logique d'avoir vu le GF38 sans briller, mais en faisant ce qu'ils savent vraiment faire cette saison, s'imposer. Mais en plus, je pense qu'ils n'ont pas puisé dans leurs réserves, même s'il ne reste plus beaucoup de jus, c'est normal. Mais ouais, je pense qu'ils en ont gardé peut-être, donc c'est plutôt bien. Et on a vu un match sympathique, c'était pas très emballant, mais voilà, c'est un match de play-off et je pense qu'on aura plus de spectacles vendredi soir. Pour rebondir sur ce que dit Laurent, je pense que effectivement, quand tu sors d'une saison marathon comme la Ligue 2, malheureusement, quand tu amorces les playoffs avec des absences de poids comme Gaëtan Lora et Warren Kadji, je pense que René Girard l'a dit en conférence de presse, Paris n'avait pas toutes ses armes. Et pour moi, sur une confrontation entre deux équipes qui se tiennent à pas grand-chose, le fait d'avoir Anani Djité en pleine forme, Ravé Semedo en pleine forme, Diallo Enen en pleine forme, et de l'autre côté, d'avoir moins de solutions offensives, je pense que ça s'est joué principalement sur ça. C'est vrai que la défense de Grenoble a été très solide, avec un Brismo bleu, parfait sur les quelques frappes, quelques situations. On n'a pas senti Paris. Ils ont eu un temps fort quand même en première période, sur la fin de première période. Mais hormis ça, Grenoble a plutôt bien contrôlé. Bon, je suis d'accord avec Laurent. Je pense que Grenoble était sans doute un peu plus frais aussi, avec plus d'armes. Ils ont pu faire plus tourner pour gérer ce match. Ils ont eu la bonne idée de marquer très tôt pour se mettre dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que Paris a dû courir très vite après le score et on a senti que c'était compliqué pour eux. Donc, il n'y a pas de débat, vraiment de débat sur ce match. Je pense que c'est plutôt logique de voir Grenoble aller affronter Toulouse vendredi. Ouais, dès vendredi, donc pour le GF38, déplacement à Toulouse. Philippe, tu le vois comment ce Playoff 2? Laurent disait que les Grenoblois avaient peut-être encore de l'essence un petit peu dans le moteur. Toi, tu les as sentis comment physiquement? Tu les sens capables d'enchaîner? Ouais, je pense. En plus, ils ont déjà joué samedi dernier. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un match décisif contre Rodez déjà samedi. Donc, mine de rien, ils ont déjà enchaîné 2 matchs. Là, ça sera le 3e, alors que Toulouse était plutôt. Ils ont fait tourner à Dunkerque, quoi. Voilà, c'était une équipe à prime. Après, le facteur X, c'est que Toulouse, on ne sait pas trop physiquement où ils en sont avec leur problème de Covid. On a vu qu'ils ont été obligés d'enchaîner fortement avec plusieurs titulaires qui ont fini épuisés au bout du 3e match, c'était normal en 8 jours. Donc là, la problématique physique est complexe, surtout que je trouve que Grenoble, il y a des vraies solutions. Par exemple, tu vois qu'hier, tu as Djité Semedo qui rentre à un quart du terme. Pour moi, tu peux mettre Djité Semedo titulaire à Toulouse, ça ne changera pas grand-chose. Diallo n'a pas été très très bon hier, mais du coup,
serais pas surpris que JT démarre par exemple à sa place. Et JT, franchement, c'est costaud et c'est fatigant pour une défense. Je pense aussi que le facteur X, ça va être comme contre le Paris FC, ça va être le niveau de jeu de Ravé, de Benet. Ravé, il a vraiment eu un trou en deuxième partie de saison. Et ça s'est un peu ressenti dans les performances de Grenoble. Mais il est très intelligent, il le sait très bien. Et hier, il a clairement haussé son niveau de jeu. Enfin, franchement, techniquement, Anna, il a pris le feu. Grave. Il a gagné tout le match. Mais grave. Et il a rien raté. Techniquement, il a rien raté. Juste, ouais. Et c'est un vrai atout pour une équipe comme Grenoble, surtout justement quand tu veux garder le ballon, quand tu veux faire des décalages, quand tu veux... Parce que Grenoble, ils savent subir. Donc, à mon avis, ça ne les gênera pas de laisser le ballon à Toulouse. Et en contre, quand tu as Ravé qui est capable de donner 2-3 bonnes déviations, d'envoyer des mecs dans la profondeur, ça peut faire très très mal. Anani, il est bien de retour en forme aussi. Là, je trouve qu'on retrouve le Anani début de saison. Franchement, il déménage. Hier, il est impressionnant. Les courses, franchement. C'est ça. Et Maubleu, son retour fait extrêmement du bien. Enfin, Maubleu, il est toujours bien placé. Sur tous les corners, tous les centres, il était toujours là. Donc, moi, je la trouve vraiment costaud, cette équipe de Grenoble. Et je pense, pour moi, c'est rendu 50-50. Ça va être vraiment un match très serré. Et... Après, Laurent, il parlait de la série de Grenoble à domicile, mais Toulouse, c'est pareil. Je crois que c'est 11 victoires, à part contre Pau, non, parce qu'il y a eu le match nul contre Pau, du coup, juste avant la dernière journée. Mais avant ça, il y avait 10 ou 11 victoires d'affilée au Stadium. Donc, eux aussi, à domicile, ils ont leur repère et ils sont en forme. Donc, ça va être super intéressant, cette confrontation à venir. Il y aura Gaspard, je crois, qui sera de retour aussi. Ouais, je crois qu'il y aura Gaspard, parce que Aboudemba était bon hier, mais sur la fin, on sentait que physiquement, c'était plus dur. Donc pareil, il y a Gaspard qui peut jouer. Donc je pense qu'il y aura peut-être 3 ou 4 titulaires à Grenoble qui n'ont pas joué du tout hier. Donc physiquement, je suis pas sûr qu'il y aura une grosse différence entre les deux équipes. Et dans l'autre partie du classement, c'est ce soir le barrage Ligue 2 nationale, le match aller entre Villefranche-Beaujolais et Niort. Avant de parler de ce match, on peut peut-être revenir brièvement sur la dernière journée, la lutte pour le maintien avec le sauvetage inespéré de Caen, Dunkerque qui se sauve aussi. C'est quoi un peu votre sentiment sur ce dernier multi de folie avec notamment le but de Caen, le penalty de Jeannot à la dernière minute? Je sais pas qui veut. Moi, je vais commencer. Non, moi, je suis agréablement surpris par Caen. Je l'ai suffisamment répété que j'avais pas du tout confiance au Canet pour prendre des points contre Clermont. Et ils ont su me faire. Je suis pas tout seul, mais faire mentir en tout cas les pessimistes. Ils ont gagné leur deuxième match de l'année 2021 au meilleur moment. Et en plus de ça, à 10 contre 11 pendant quasiment toute la rencontre. Pour ceux qui ont juste vu le résultat sur Flash Score, qui n'ont pas regardé le match, clairement, on n'a clairement pas donné le match ou c'est pas arrêté de jouer, pas du tout. Enfin, je vous invite à regarder la première période. Sullivan Péan, il fait genre 4 ou 5 arrêts incroyables en première période. Vraiment, il est maintien. Un gros match. J'avais tweeté une statue pour Péan quand se maintient. C'est le cas. Franchement, la première période, il est maintient, mais complètement en vie parce qu'il fait un moment, il y a une triple parade, je crois, sur la ligne, enfin vraiment des trucs de fou. Et puis après, voilà, l'énergie, entre guillemets, l'énergie du désespoir. Au moins Caen a su trouver les ressources pour arracher ce but. Mais même à 1-0, on voit que Clermont égalise. Donc à aucun moment, Clermont s'est dit 1-0, nous on monte, eux sont maintenus, c'est bien, on reste comme ça. Non, Clermont, ils égalisent à la 85e, un truc comme ça, 84e, 85e avec Bayo. Et finalement, il y a ce penalty qui est discutable. Voilà, on a déjà vu des penaltys sifflés pour moins que ça aussi, donc il était très important. Encore faut-il le transformer. On a vu par exemple Auxerre qui a eu le même cas de figure une semaine avant, il n'a pas été transformé, donc encore fallait-il le marquer avec, on imagine l'énorme pression sur les épaules de Benjamin Jeannot à ce moment-là, donc c'était loin d'être marqué à la 92e minute. Il a été fait avec brio, en plus sans trembler, donc voilà, félicitations à Caen. J'avoue que je m'étais bien trompé. Je voyais Caen peut-être même, je voyais Chambly, pourquoi pas accrocher Paris et Caen du coup perdre contre Clermont et descendre. Donc ça c'est Chambly qui a été battu par Paris et puis Caen qui a su se sauver. Donc vraiment bravo. Moi je dis un grand bravo à Caen et puis je laisse mes collègues parler des Chamois-Niortais du coup qui ont terminé 18e. Niort, c'est la surprise. Enfin, Niort, c'est la douche froide, surtout pour eux, parce qu'ils ont été longtemps la tête hors de l'eau. Et puis, c'est
mais qu'on le dit tous les ans, hein, c'est la dégringolade de deuxième partie de saison. Alors l'année dernière, il y a eu le Covid. Là, cette année, ça fait un peu penser à Nîmes d'ailleurs, parce qu'on en parlera avec Colin, mais ça fait un peu le même genre de truc, sauvé par le Covid, mais l'année d'après, t'es pas sauvé 2 fois. Bon, ils ont quand même un match de barrage à jouer, donc c'est pas comme s'ils terminaient 19e. Après, je pense que pour positiver, pour les Niortais, il y a des choix qui ont été faits, des choix forts là pour la confrontation face à Villefranche. Ce qui est embêtant, c'est la suspension de Dylan Weiser au milieu de terrain, je trouve. Parce qu'il se fait exclure en fin de match un peu bêtement. Ils ont un peu perdu les pédales en fin de rencontre. De toute façon, on avait dit Guingamp gagnera facilement à Niort. On l'avait tout à fait senti. Et c'est ce qui s'est passé. Guingamp qui a terminé même 9e. Et du coup, je trouve que ce qui est bien, c'est que Sébastien Desabre a fait des choix en écartant certains joueurs qui apparemment n'étaient pas impliqués à 100% dans le maintien. Surtout Valentin Jacob. Hein, il n'y a que lui qui est écarté. Pour ne pas le citer. On peut le citer puisqu'il ne fait pas partie du groupe. Donc, voilà, c'est pas une surprise. C'est pas secret. Non, c'est un joueur qui visiblement pensait plus à son avenir, mais c'est pas la première fois d'ailleurs. Donc on est moyennement surpris. Et du coup, au moins voilà, Sébastien Desabre se constitue un groupe, on va dire, de guerriers, en tout cas de joueurs qui vont tout donner. Peut-être que, alors c'est sûr qu'au milieu de terrain, quand tu regardes la composition du groupe, tu dis oui, ça me manque d'un Jacob, ça me manque d'un Weiser. Mais voilà, peut-être qu'un joueur qui va. Il récupère Kemen, qui est quand même une très bonne nouvelle. Ouais, Kemen, c'est hyper important. Qui était forfait de dernière minute et il sera là. C'est très très important. Moi, je pense que New York, il faut surtout qu'ils marquent ce soir, il faut qu'ils se débrouillent, il faut qu'ils arrivent à marquer, ce sera le plus important. Après, ce qui me rassure aussi, c'est que Desabre, pour tout vous dire, ça fait 2 ou 3 mois qu'on veut l'avoir dans le podcast et que lui est plutôt favorable, mais il nous a toujours dit on va attendre que le maintien sera acquis. Voilà. Malheureusement. Donc je pense que le coach aussi est tout à fait conscient depuis le début que c'était pas acquis le maintien. Et donc je pense pas que son groupe puisse être totalement démobilisé. À mon avis, il a continué à leur parler du maintien au quotidien. Et voilà, faut espérer pour New York que son discours ce soir va passer. Et puis à nouveau samedi, parce que la difficulté, ça va être d'enchaîner ces 2 rencontres contre une équipe qui est en pleine bourre. Laurent va nous parler de Villefranche parce qu'il il connaît bien. C'est un spécialiste de Villefranche, j'allais l'interroger justement. Un spécialiste de RVD la Maggiore. Et de Beaujolais surtout. Non, mais Villefranche, moi, je suis pas spécialiste du tout de Villefranche, à part qu'ils ont fait une saison apparemment exceptionnelle en étant dernier un instant et ils ont fait une remontée fantastique. Ouais. Tu peux ouvrir l'article de ma Ligue 2, vas-y, en temps réel. J'ai les mains ici. Non, mais dernier en janvier. Dernier en janvier quand. Ouais, c'est ça. Je suis très heureux pour Hervé Della Maggiore, qui est un coach qu'on apprécie nous tout particulièrement sur la Ligue 2, qui a eu une période forcément plus dure après Bourg-en-Bresse. Le Gazélec surtout. Après le Gazélec aussi, bien évidemment. Après ce barrage perdu face au Mans, finalement, il se retrouve dans une situation inverse aujourd'hui, c'est-à-dire avec un Villefranche qui est sur une pente ascendante, qui est en pleine bourre, et un Niort qui, pour la première fois, est relégable cette saison, comme le Gazélec l'était il y a 3 ans, 4 ans, je me rappelle même plus. Le temps passe vite. 2 ans. Le temps passe vite. Voilà, et moi, je vois un Villefranche, je ne vais pas dire s'imposer, mais si aujourd'hui j'avais un peu de sous à mettre, je n'en ai pas, ce serait sur Villefranche, parce que voilà, et dans ce genre-là, dans ce genre de match-là, pour moi, c'est l'équipe de nationale qui a un peu plus de chance. D'autant plus, encore une fois, que Niort, il y a 2-3 mois, ne se voyait probablement pas 18e. Je pense que moralement, ils sont au plus bas. Voilà. Non, mais c'est clair, c'est 2 dynamiques totalement opposées. Villefranche, il reste sur 5 victoires d'affilée et une défaite en 18 matchs en 2021. Enfin, une défaite en 2021. En championnat, je parle. Ils avaient perdu la Coupe de France, mais bon, en championnat. Et Niort, au contraire, c'est totalement l'inverse. Ils ont 2 victoires sur l'année 2021 en 21 matchs. Donc, c'est clairement, là, c'est 2 dynamiques, mais diamétralement opposées. Et sur un barrage aller-retour entre une équipe de Villefranche qui marche sur l'eau, les mecs qui sont en pleine confiance, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, et une équipe de Niort qui va avoir forcément la peur de descendre. Ouais, ça va être compliqué de se mobiliser pour les Chamois. Enfin, en tout cas, la mission pour les Chamois, elle est vraiment très compliquée. Mais d'un côté, ça fait des années que leur saison se ressemble. Ils démarrent toujours très fort. On se rappelle, ils seront toujours très haut
à l'automne, au début de l'automne, avant de se ramasser très sévèrement. Et cette année, ça pardonne pas. À un moment, voilà, ils ont eu. C'est pas comme. C'est clair. d'apprendre. C'est clair que c'est au moins la quatrième fois d'affilée. C'est ça. C'est entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais c'est pas immérité parce que effectivement il y a eu 1, 2, 3 avertissements et il y en a pas 4 en Ligue 2 au bout d'un moment. Si tu prends pas les mesures pour éviter qu'en deuxième partie de saison tu coules, voilà, tu coules. Après, je pense aussi, enfin, faut pas en terrir non plus parce que pour moi ils ont quand même 3-4 joueurs d'expérience. T'as cité Kemen, il y a pas Pimnouba là qui fait quand même une. Alors il a du expérience, c'est un joueur qui arrive de National 2. Hein, mais ils ont l'expérience d'une saison de Ligue 2 et pour moi ça c'est important et ça doit peser sur ce genre de match. En défense, tu as quand même Passy qui a fait aussi une bonne. Enfin, tu as quand même des mecs qui doivent être capables d'élever leur niveau de jeu sur ce type de rencontre. Et en plus, ils ont une autre expérience qui n'est pas inutile, c'est ils savent, ils ont déjà joué avec un arbitre comme Monsieur Varela, et ça, les joueurs de Villefranche vont aussi découvrir ça ce soir. Voilà, c'est important. sortir. Non, mais c'est important. De la Majoré le connaît Varela, donc après, le problème d'un arbitre comme ça, c'est que ça peut péter n'importe quand. C'est ça le problème. Un joueur qui le connaît pas, un joueur qui n'a pas l'habitude. Pour moi, ça fait partie du truc, et c'est aussi là-dessus que j'attends les Niortais ce soir. C'est là-dessus que je veux les voir. Justement, c'est là où ils doivent montrer. Il l'a dit, c'est la science de sabre. On est le club de Ligue 2, à nous de rester en Ligue 2. Donc, à eux d'élever leur niveau de jeu. Je pense que si Niort élève son niveau de jeu, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir sur un match en plus aller-retour contre Villefranche, si peu que leur dynamique soit si bonne. Je rebondis sur Varela, mais il a été désigné meilleur arbitre de Ligue 2. Forcément, c'est mérité. Donc, on devrait le retrouver en Ligue 1 l'an prochain. Donc, c'est probablement son dernier match. Peut-être qu'il fera le barrage. Peut-être le barrage. Ce serait la logique, hein, en tout cas. En tout cas, M. De Chepi hier a été très très bon. C'est lui qui donne le penalty d'ailleurs à Benjamin Jeannot. Enfin, qui donne, pardon. J'ai dit qui donne le penalty. Voilà, qui est généreux. Mais en tout cas, hier, il fait un très très bon match et c'était pas simple du tout. Très très bon tweet d'ailleurs de Dorian qui disait que voilà, M. De Chepi fait l'effort à monde d'aller parler à René Girard pour qui lui rit hyper calmement quoi. Voilà. René Girard qui s'excite comme René Girard aurait pris rouge avec un autre. En plus c'est marrant parce qu'on entendait tout et on entend bien Monsieur de Chipi qui dit je viens vous expliquer, vous me riez au nez, donc il est en jeune, mais il est obligé. Les coachs ils râlent quand les arbitres mais c'est des cow-boys et machin, il n'y a pas de pédagogie. Là il y a un mec qui arrive très calmement qui lui explique tout de A à Z. Non, mais il a été très bon hier et c'était important parce que ça a aidé parce que c'était pas un match facile à arbitrer. Il y a eu quelques situations litigieuses, il y a eu des gros contacts par moment et franchement il a parfaitement maîtrisé le match. Très bien tenu le match. Franchement, on a aussi des fois des arbitres qui font des bonnes performances, faut le dire. Et tu as tout à fait raison de le souligner. Voilà. Merci messieurs, et puis de toute façon on débriefera ce Villefranche-Niort et ce Niort-Villefranche dans le podcast la semaine prochaine, puisque les matchs ont lieu ce mercredi soir et le match retour c'est samedi soir. Merci pour ce large tour d'actu, et puis on accueille tout de suite notre invité. Et on reçoit tout de suite notre invité, l'un des grands artisans de la montée historique de Clermont en Ligue 1, c'est Johan Gatien. Salut Johan et félicitations pour cette montée, on le disait, historique. Salut à tous et puis merci beaucoup. Bon, première question, Johan, ça va? Pas trop fatigué par les festivités de cette montée? Non, ça va. Écoute, on a des festivités demain, donc ça sera encore sympa. Mais plus fatigué par les 2 dernières semaines là qu'on clôturait le championnat, qui était dur physiquement et mentalement. Donc c'est ça qui était plus fatigant. Et après, bon, c'était que de la bonne fatigue après. Ouais, on imagine que l'euphorie n'est pas encore retombée dans le groupe. Vous êtes encore sur votre petit nuage. Exactement. C'est complètement ça. Alors, avec le Covid, on ne peut pas trop en profiter, on ne peut pas trop sortir et faire la fête avec les gens, mais et puis on réalise. Il faut toujours un peu de temps pour réaliser l'exploit qu'on a fait aussi. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais c'est que des bonnes choses, C'est quoi les programmes ce mercredi là justement, vous présentez, non, j'allais dans le trophée, mais non, il n'y a pas de trophée, mais c'est fêter la montée en public, du coup, fêter la montée en public. Ouais, c'est un peu ça. On a un barbecue le midi là entre joueurs et membres du staff et les femmes de joueurs aussi. Et après, je crois qu'on doit aller à la mairie aussi et finir au stade après avec les supporters ou les abonnés. Donc, je suis pas trop au courant des choses là, tu vois. Il va y avoir des surprises. Ouais, il va y avoir quelques surprises sûrement, mais
Mais ça va être sympa. Ça va être sympa après avoir fêté ça samedi soir. Plus personnellement, là, ça va être un peu plus collectif avec les gens, donc ça va être vraiment sympa. Ouais. Et toi, tu avais déjà connu une montée en 2016 avec Dijon. Tu as retrouvé les mêmes sensations, la même joie, ça fait le même effet que la première? Ouais, c'est toujours un bonheur absolu, surtout en plus à 33 ans, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Mais après, les festivités sont un peu différentes avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on fête pas de la même façon, mais ça restera un bonheur immense. On l'avait déjà vu le match avant Sochaux où les gens nous ont accueillis, mais j'avais jamais vu ça même à Dijon, donc c'était un truc de malade comme on dit, et c'est pour ça qu'on aime faire du foot. C'était un peu c'est comme si on avait gagné un peu notre Coupe du Monde, quoi. Donc c'était top, vraiment top. Ouais, Il va falloir concurrencer le top 14, l'ASM maintenant là. ouais, on va essayer, mais ouais, c'est toujours dans une bonne ambiance. On commence à connaître des joueurs là-bas en plus, donc ils étaient super contents pour nous aussi. Donc non, ça va être sympa, ça va faire bouger encore plus la ville et la région, donc c'est une bonne chose. C'était particulier samedi. Malgré vous, il y a eu la joie des Canets et votre joie de la montée et eux de leur maintien. Alors évidemment, vous n'avez pas fait exprès de perdre, loin de là. Mais du coup, c'était bonne ambiance pour tout le monde quoi, samedi à Caen finalement. Ouais, ça faisait bizarre parce qu'on s'attendait pas du tout à ça avant le match. Déjà, faut pas se cacher. On pensait vraiment, même pour eux, moi, je me suis dit, bon, ils vont faire les barrages. Je savais pas à la fin du match qu'ils étaient maintenus directement. Je parlais avec des joueurs, je dis, ouais, au moins, vous allez pouvoir faire les barrages tranquillement. Il faut non, que c'était New York qui passait à la trappe pour le coup. Donc, j'étais vraiment surpris et content pour eux, ça c'est clair, parce que ils ont, mine de rien, même s'ils n'ont pas fait une belle saison, ils ont tout donné sur ce match en 11 contre 10. Et nous, on était, tu vois, c'est bizarre parce qu'on était vraiment déçus au coup de sifflet final. Déçus parce qu'on est des compétiteurs avant tout et on voulait vraiment gagner ce match. Ça nous tenait vraiment à cœur, sachant que on savait le résultat de Toulouse et que c'était acquis. Donc, on voulait vraiment finir sur une très bonne note. Et donc, on était un petit peu déçus, mais après ça a duré 5 minutes. Et puis après, on est parti un peu dans l'euphorie comme eux, quoi. Comme eux. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient encore plus contents que. Pour eux, c'est pas. Vous, c'est vrai qu'on s'attendait. Pour eux, ouais. Nous, on était un peu préparés parce que émotionnellement, déjà le mercredi, c'était assez fort. Donc, on était déjà un peu préparés, mais on voulait vraiment bien finir et on était un peu déçus pour ça. Mais eux, c'était franchement, vous avez des sacrées occasions. La Péan, il fait un match. La première période, notamment, il y a eu des arrêts. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment rien lâché. C'est que première mi-temps, il a fait des arrêts de malade, quoi. Et c'est ce qui les tient en vie, il ne faut pas se cacher aussi. Et en deuxième mi-temps, on voulait garder un peu plus le ballon et les faire beaucoup plus courir. Alors, on n'a pas été assez tranchant, mais on ne voulait pas prendre de risques, en fait. On ne voulait pas avant tout pas le perdre parce qu'on ne savait pas jusqu'à la fin le résultat de Toulouse. Donc, on voulait avant tout pas le perdre. Et puis, c'est pour ça que quand ils ont marqué ce premier but, on a tout fait pour égaliser. Donc, c'était un peu bizarre sur le terrain parce qu'eux n'arrêtaient pas de gueuler aussi. Donc, nous, on a tout fait pour égaliser. Donc, non, c'était. Voilà, on voulait vraiment gagner ce match. Et voilà, c'était un sentiment partagé à la fin. Mais bon, voilà. Le principal, c'est qu'on soit en Ligue 1 et que ça se finisse très bien. C'est sûr. Et pour faire un peu le bilan de cette saison géniale pour vous, si tu devais retenir une grande force de votre équipe cette année, ce serait laquelle? Une grande force, on n'a jamais douté, en fait. C'est ce que je disais aux journalistes, c'est qu'on avait l'impression d'être toujours dans la continuité de la saison précédente où malheureusement c'était arrêté à cause du Covid, mais j'ai l'impression que c'était toujours pareil. On a continué à jouer, à prendre du plaisir, à bosser. Et en fait, on n'a jamais connu de moments bas, en fait, dans la saison, mis à part un petit peu après le Covid. Mais on n'a pas eu on n'a jamais fait 2 défaites de suite, il me semble. Donc, ça prouve qu'on a été régulier tout au long de la saison. Et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et on l'a fait tous ensemble. Et ça a été notre grande force. Après, il y a des moments clés dans la saison, ça c'est une évidence, comme dans chaque saison. Mais on n'a jamais douté, on a toujours continué à travailler, quoi. C'est vrai qu'en plus, sur le sprint final, vous avez alors toi, tu as été épargné, mais à côté de toi, Magnin, Iglesias, Rajo, c'est incroyable. On se dit, voilà, la poisse. C'était à 2-3 derniers matchs de la fin, les plus importants. Tu te dis, la poisse, c'est la poisse, etc. Et puis finalement,
Contre Sochaux, vous faites un super match. Je crois que c'est Driss Richard du coup qui joue à côté de toi, Ouais, qui n'a ouais, pas ouais. forcément l'habitude en match officiel en tout Exactement. cas de jouer là. Donc c'est aussi une grande capacité d'adaptation dans ce sprint final, quoi. Ça c'est fort. Ouais, bah, tu vois, mais c'est vrai que t'en parles parce que j'ai pas du tout été épargné non plus. Parce que j'ai eu une entorse à la cheville, ça C'est fait vrai. il y a un mois, en même temps que la blessure de Yomania. Ouais. J'aurais pas dû continuer du tout. Je pense que ça devait être la fin de saison. Une entorse, généralement, c'est 4 semaines et j'aurais pas dû continuer. Et là, tu vois, genre, je suis bien content que ça soit arrêté parce que j'ai une Il était cheville, c'est temps. une patate. Ah, c'est une patate. Donc, tu vois, on n'a pas été tant épargné que ça, mais quand je pense à Driss, par exemple, qui a pas joué de l'année et qui s'est, entre guillemets, sacrifié aussi. Alors, bon, on est toujours content quand on joue, hein, mais ça a été compliqué et on finit vraiment carbonisé tous autant qu'on est. Je crois qu'il n'y a pas un joueur, je vois Momo Bayo qui a 21 ans, il s'est entraîné une fois la semaine dernière seulement. Nos latéraux qui avaient des talonnades, des blessures que tu n'expliques Ouais, c'est jamais. Hakim, ouais. Ouais, Vital aussi avait la même Vital, ouais. chose. C'est que Tonji il était blessé aussi. On était tous, honnêtement, on était tous carbo. Et je pense que le Covid a joué là-dedans aussi à un moment donné indirectement. Et tu vois, on pouvait pas, on en rigolait, mais on pouvait pas aller plus loin en fait. Bah, en fait, c'est On pouvait pas aller plus intéressant loin. ce que tu dis parce que c'est là où on se rend compte du marathon qui attend Grenoble, Paris et Toulouse. Les mecs, Mhm. enfin, de l'extérieur, on se rend pas forcément compte de l'état physique des troupes quand vous êtes sur le terrain, mais de Ouais, l'intérieur, c'est super intéressant d'entendre ça parce que bah ouais, c'est là ouais. où tu te dis la mission pour les autres, les trois Ouais. autres en playoff là, c'est compliqué quoi. Ah non, mais honnêtement, je leur souhaite beaucoup de courage et bon, tu vas tout donner, mais ça sera Ouais, une grande partie grâce au mental parce ouais, que ouais. physiquement, la saison a été très longue. Je crois que Paris FC a pas trop été touché par le Covid, il me semble, mais Grenoble Ouais. a été touché une période. Donc, automatiquement, à un moment donné, tu as une baisse de régime aussi. Et voilà, nous, je sais on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Ça aurait été un miracle si on avait pu aller en Ligue 1 grâce au barrage, honnêtement. Et Donc, tant toi, mieux. Johan, pour revenir un peu sur ton cas personnel, tu as 33 ans, tu as tout connu, le CFA, la Ligue 2, la Ligue 1, le National. Tu as finalement joué qu'une demi-saison en Ligue 1 avec Dijon. Sur un plan personnel, on imagine que tu as hâte de regoûter à 33 ans, voilà, jouer contre les meilleures équipes, dans les meilleurs stades, contre les meilleurs joueurs. Tu dois avoir Ouais. hâte. Ah ouais, complètement honnêtement, je m'y attendais plus du tout. Je pensais vraiment pas que ça arriverait, et encore moins ici où bah, c'était un club entre guillemets lambda de Ligue 2, donc on n'était pas formaté pour ça. On voulait faire, le président en parlait plus d'une fois, faire les playoffs. Donc moi dans ma tête, j'allais pas goûter à la Ligue 1, donc c'est un deuxième rêve qui se réalise et j'espère qu'il sera un peu plus long que la première fois, mais il n'y a pas de raison. Mais c'est un truc de fou. Franchement, rejouer déjà dans des stades pleins, Ouais. ça va être énorme. C'est ce qui va faire le plus gros changement parce que on a fait quand même une saison à vide. Alors en Ligue 2, il n'y a pas 50 000 personnes, mais bon, quand tu as du monde, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Mais là, jouer dans des stades pleins comme à Lyon, enfin, j'en passe, hein, mais ça va être magnifique. Et puis pour la plupart qui n'auront pas jamais découvert ça aussi, ça va être un truc de malade. Donc on va en profiter, mais bon, on aura notre chance à jouer. On va la jouer à fond. On va pas renier ce qu'on sait faire et ce qu'on a bossé depuis 3-4 ans maintenant. Donc voilà, ça va être cool. Ouais. Ouais, Et toi qui connais un peu le championnat, comment tu t'imagines un peu avec cette équipe de Clermont, avec des joueurs expérimentés comme toi, Cédric Koutoundji, et des jeunes pousses un peu des petits phénomènes comme Momo Bayo par exemple. Comment tu te l'imagines? Vous n'allez pas renier votre philosophie, j'imagine? Ah non, 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 ça c'est une certitude connaissant le coach, ça c'est sûr qu'on ne changera pas notre façon de jouer. Après, bien sûr on aura besoin enfin le club aura besoin de recruter aussi parce on manque quand même un peu de joueurs d'expérience en Ligue 1, ça c'est une évidence, mais je me fais pas de soucis. Je pense qu'on peut vivre une bonne saison si on continue à bien bosser et à être soudés. On va avoir la dynamique de cette montée aussi, donc il va falloir jouer là-dessus. Et voilà, on va jouer notre carte à fond et continuer à prendre du plaisir sur le terrain et à en donner. Et puis je pense que les résultats suivront. Et en parlant de coach, c'est une belle consécration aussi Mm. pour Pascal d'avoir l'opportunité d'enfin aller coacher en Ligue 1. Nous, on est super contents quand on voit le travail qui est réalisé depuis des années là à Clermont. Et même avant ça à Niort, ce qu'il avait su réaliser aussi, enfin, c'est génial. J'imagine, bah, pour toi qui est directement aussi concerné, c'est top quoi. Ouais. Après moi, je suis pas surpris. Je savais qu'un jour il irait en Ligue 1. Alors j'espérais au fond que ce soit avec Clermont.
parce que c'est toujours bien quand tu y arrives avec le club que tu as entraîné. Mais je sais qu'il avait les compétences pour, il l'a prouvé avec des moyens limités en quelque sorte. Donc voilà, c'est une juste récompense pour lui et pour le travail qu'il a fait ici. Ouais, ouais. Et après, on va voir comment ça se passe là-haut. Ouais. Mais je suis pas inquiet, je sais que sa philosophie passera là, aussi en Ligue 1. Mais tu penses que, admettons que vous ne seriez pas monté cette année, tu penses que des clubs de Ligue 1 se pencheraient sur le profil du coach justement aujourd'hui en Ligue 1 on a l'impression que c'est un peu fermé en Ligue 1. Ouais, bah après, je sais pas si ça va être trop fermé là. J'ai l'impression qu'il va y avoir une sacrée valse c'est vrai, quoi, c'est vrai que d'entraîneurs cet été. Mais ouais, je pense que enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'il a eu des contacts, des choses comme ça. Il m'en a pas parlé vraiment, mais je pense qu'il aurait pu avoir sa chance. Alors après, c'est quelqu'un qui est très bien dans son confort, qui est très bien là où il est. Il est toujours redevable des Clermont Foot parce que c'est Clermont Foot qui l'a relancé aussi. Donc, est-ce qu'il serait parti? Je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'il aurait pu avoir des contacts et réussir. Mais le problème maintenant, c'est que mon père, le coach, aime bien avoir du temps pour travailler et imposer sa patte. Et malheureusement, des fois, des entraîneurs en Ligue 1 ou Ligue 2, on leur laisse pas trop le temps parce que y a des besoins financiers, il y a des besoins de résultats directs et c'est un peu plus compliqué. Donc, j'espère rien que pour ça que les mentalités vont aussi un peu changer dans certains clubs qui peuvent s'appuyer sur notre réussite à nous de cette année, quoi. Et pour finir, peut-être un petit mot sur ton autre club de cœur, Niort. On en parlait un petit peu avec Dorian avant l'enregistrement. Tu as mis un message sur les réseaux sociaux pour soutenir les Chamois qui jouent le barrage de maintien face à Villefranche. On imagine que tu vas suivre ça avec attention. Ouais, honnêtement, voilà, je suis dans l'euphorie de la montée, donc c'est un peu difficile d'en parler, mais c'est vrai que ça me touche vraiment, connaissant en fait toutes les personnes qu'entoure ce club, en fait, la ville, la région, connaissant les problèmes qu'il y a eu, avec toutes ces descentes qu'il y a eu un certain temps maintenant. Donc, je suis un peu triste pour eux, un peu triste pour, comme je te dis, les gens qui gravitent autour du club, parce que les gens qui sont dedans, c'est une autre question, mais les gens qui gravitent autour, c'est une nouvelle fois une déception. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'ils vont se maintenir. Après, Villefranche mérite aussi vu le parcours. J'ai suivi un peu leur parcours là, depuis la mi-saison et ce qui est arrivé. Et Villefranche mérite aussi de monter en Ligue 2. Donc ça va être un vrai beau match, je pense. Enfin, deux vrais beaux matchs. Mais voilà, j'espère vraiment de tout cœur que Niort va se maintenir et que ça va enfin leur servir de leçon pour le futur. J'ai une dernière question quand même qui me vient en tête comme ça. Il me semble que sur le plateau de Beansport, il y avait eu un pari, si tu marquais dans la saison. C'était quoi? C'était raser la tête de Florent Ogier, c'était pas ça? Ça, c'était... Ouais, mais alors, déjà, c'est lui qui s'est chauffé tout seul, déjà, pour commencer. C'est Florent qui... Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je n'avais rien demandé, à part que j'avais jamais marqué de but. C'est ça. Bon, c'est vrai que ça faisait un certain temps, mais moi, j'ai rien dit du tout, et lui s'est chauffé tout seul, et il a toujours pas tenu son pari. Ouais, donc, on n'a pas oublié, nous, hein. On n'a pas oublié. Ouais, on va le rappeler. Tout le monde me le répète, mais faut pas s'inquiéter. À un moment donné, je vais arriver avec ma tondeuse et je vais lui couper, et puis ça sera fait. Allez, demain sur le. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est que j'ai un peu peur de sa femme, un peu, donc. Donc c'est pour ça. Mais non, ça arrivera. Mais Flo, quand il balance des paris comme ça, il devait se faire une teinture pendant un moment et ça a mis pratiquement 1 an à se faire. Donc, il est lent sur le terrain, mais il est aussi lent dans la vie. D'accord. Et d'ailleurs, c'était incroyable cette histoire de marquer. Parce que tu as marqué combien? 4 ans 3 ans? Jour pour jour. Non, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, je sais plus, mais jour pour jour. En plus, c'était trop marrant parce que du coup, sur Beansport, Samuel et Robert en parlaient, etc. Visiblement, ils t'avaient un peu charrié aussi avant le coup d'envoi. Et là, tu marques le but, c'était l'histoire comme si c'était écrit de marquer 3 ou 4 ans jour pour jour après. C'était dingue. Ouais, c'est n'importe quoi. Vivement dans 4 ans maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'espère que tu pourras marquer en Ligue 1 quand même l'année prochaine. Ce serait dingue. Ouais, non, moi j'aimerais bien. Mais j'y crois, mais j'ai jamais douté du fait que j'allais pouvoir marquer un jour, repouvoir marquer un jour. Faut toujours y croire, t'as bien raison. Exactement, c'était une année exceptionnelle dans tous les sens. Hein. C'est ça. Ouais, inoubliable. Complètement. Écoute, merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous pour ce podcast. Même en Ligue 1, évidemment, on va continuer de te suivre, de suivre le Clermont Foot, parce que vous nous avez régalé pendant des années. Donc, on va continuer de vous suivre. Et puis, merci encore d'avoir été un petit peu avec nous. Et puis, bonne festivité pour la suite. Merci beaucoup. Merci, je voulais vous remercier aussi à vous de
de promouvoir le football français de l'antichambre, la Ligue 2. Vous êtes des gens au top et on se reverra peut-être un jour, j'espère pas, mais Ah, on se reverra peut-être un jour on prendra de tes nouvelles en prendre des Liga, nouvelles. Johan. Pour prendre des nouvelles, mais Ah oui. continuez comme ça, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Johan. top. Bonne journée. À très À bientôt. bientôt. Salut. Ciao. Et on va maintenant parler d'un club qui va rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine. C'est le Nîmes Olympique. Et pour ça, on accueille Colin Delprat, journaliste à la Gazette de Nîmes. Salut Colin. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Bon, ça y est, Nîmes est officiellement relégué en Ligue 2 après sa lourde défaite 5-2 contre Lyon ce week-end. Toi qui suis le club au quotidien, on imagine que tu t'y attendais depuis quelques semaines déjà. C'est le résultat de presque plus de 2 ans de gestion compliquée, que ce soit sportive ou extra-sportive. Et finalement, c'est la suite logique de retourner en Ligue 2. Ouais. Et qu'est-ce qui n'a pas marché là, à t'écouter? On a l'impression que c'est un petit peu tout, mais cette saison, on a l'impression que tout a été raté. Le mercato, le choix du coach, l'environnement, tout était réuni pour finalement aboutir à cette descente. Exactement. De toute façon, une descente, c'est souvent le résultat de beaucoup de choses. Jérôme Arpinon, pour sa première en Ligue 1, qui n'a pas réussi, qui n'a pas fait adhérer le groupe autour de son projet, le président a mis du temps à le limoger qu'en janvier. Donc, à partir de là, ça a été compliqué pour lui. Une bonne moitié des recrues qui ont été très décevantes, qui n'ont pas marché. Les cadres ont pris leurs responsabilités, mais un peu tard. Il y a toujours eu l'absence des supporters. Ça a été vraiment compliqué à ce niveau-là. Et à Nîmes, sans public, c'est très compliqué, sans cette âme. Et puis, il y avait déjà l'an dernier où sportivement, ça allait mal et ils ont été sauvés par le Covid. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de deuxième chance. Et comme on dit, c'est la suite logique. La première saison sans Bernard Blacard, on a le sentiment que c'est ça. C'est un peu la transition aussi avec Bernard Blacard qui a pas été bien maîtrisé, quoi. C'est ça. C'est compliqué de passer après Bernard Blacard, après passer d'un maintien avec moins 8 points, de passer avec une montée en Ligue 1 avec un effectif quand même énorme. Quand on voit que c'est le milieu maintenant de Montpellier avec Savanier, avec Ferry qui joue le top 10 en Ligue 1 et que Nîmes avait la chance d'avoir ses joueurs, avait un Alioui, un Bozok au top, avait des Fetou Mawassa avec des Paul Bernardoni, c'est des joueurs de grande qualité. C'était un effectif aussi qui était hyper soudé. Et cette transition, malheureusement, elle n'a pas eu lieu parce qu'il a fallu remplacer. Les recrues ne se sont pas adaptées. C'est beaucoup d'étrangers à Nîmes. Alors, c'était beaucoup de joueurs qui étaient francophones. Et là, ça, comme on dit, la mayonnaise n'a vraiment pas pris. Même si le vestiaire était plutôt bon et était plutôt sain. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé avec Jean-Marc Pinon et le réveil a été beaucoup trop tardif. Du coup, nous, j'enchaîne sur le coach, mais on connaissait Pascal Planck du côté de Niort. Il y a eu du bon et du moins bon. C'est vrai qu'au début, Pascal Planck avait réussi aussi à redresser Niort, mais après, il a connu notamment 17 matchs d'affilée sans victoire à un moment donné en Ligue 2. Visiblement, on est parti pour continuer avec Pascal Planck. En tout cas, Rani Assaf, dans une interview au Midi Libre, je crois, peut-être à la Gazette aussi, l'a dit que lui, en tout cas, il n'était pas contre le fait de poursuivre avec Pascal Planck. Donc, on se dirige vers ça, en tout cas. Alors, je ne suis pas aussi catégorique sur la continuité de Pascal Planck en tant que numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de chamboulements. Il souhaite, en tout cas Pascal Planck souhaite avoir des garanties sportives, que le président a beaucoup de dossiers à gérer. Il y a énormément de fins de contrat, 7 joueurs sans fin de contrat, beaucoup de joueurs courtisés, un centre de formation avec qui on reparlera, mais qui est fortement menacé et qui sera fortement impacté. C'est pas certain parce que Pascal Planck n'aura pas les garanties qu'il veut, en tout cas qu'il espère. Alors il faudra trouver peut-être un compromis, mais c'est pas gagné en tout cas. Le Nîmes qu'on va revoir l'an prochain, c'est un Nîmes qui sera totalement new look par rapport à celui qui est monté il y a 3 ans. Il n'aura rien à voir. Et voilà, comment tu le perçois, toi, justement, comment tu l'anticipes? Ça sera un Nîmes olympique en chantier, en transition entre autant de chamboulements à Nîmes olympique, c'est jamais arrivé. Il va y avoir certainement, je pense, une bonne quinzaine de départs. Le président Assaf a dit qu'il souhaitait réduire son effectif, passer de 31 joueurs professionnels à peu près 25. Du coup, ça va faire forcément des arrivées dans l'autre sens. Beaucoup de chamboulements. Et voilà, au niveau financier, au niveau sportif, ça va être vraiment une année de transition où il ne faudra pas espérer grand-chose de Nîmes olympique, en tout cas dans les ambitions affichées en début de saison. Et tu l'as brièvement évoqué juste avant, l'autre gros dossier du moment à Nîmes, c'est le centre de formation.
Tu peux nous faire un petit point là, parce qu'on a l'impression que c'est un peu Dallas là, ça part un petit peu dans tous les sens depuis quelques jours. C'est exactement ça. Alors, pour vous expliquer un peu en gros la situation financière du Nîmes Olympique, c'est un déficit de 18 millions d'euros à combler. Rani Assaf est quand même un président, un bon gestionnaire, toujours devant ses passages devant la DNCG. Il avait des bilans positifs sur les 2 dernières années, donc ça va permettre d'amortir. Il faut quand même trouver à peu près entre 10 millions d'euros environ. Donc ça veut dire faire des économies, c'est-à-dire vente de joueurs, et ça veut dire un apport personnel du président. Donc ça, c'est quand même important aussi de le souligner en amont. Donc son projet, c'est de faire des économies. Ça passe par une réduction des coûts. Le centre de formation, avec un budget à peu près d'1,8 million, il souhaite ne plus le financer, tout simplement. Arrêter de former des joueurs, ce qui fait l'ADN quand même de Nîmes Olympique, quand on voit que les Briançon, les Ripard, les Gauthier Gallon qui sont passés par là, les Mathieu Michel, qui, vous avez vu bien jouer en Ligue 2 cette saison, sont passés par là. Il souhaite vraiment couper à ça. Et donc, il a, comme on dit, balancé la patate chaude à l'association qui s'est démenée à trouver un projet. Avant, jusqu'à hier, mardi, il a fait un revirement totalement de la situation en souhaitant reprendre le club l'association à Nîmes Olympique en le proposant sans agrément. Un centre de formation sans agrément, ça veut dire sans contrat, sans protection pour les joueurs et tout le coût de fonctionnement qui est réduit à une association sportive, quoi. En gros, vraiment. Ce qui a déplu fortement au président de l'association qui a posé sa démission et qui ne peut pas supporter de voir le club sans label, ce qui entraînerait vraiment un cataclysme parce que tous les joueurs qui seront libres, tous les éducateurs seront en fin de contrat et on attend un séisme à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi en fait le projet de Rani Assaf? Parce que on met dehors Bernard Blacquart, qui est le meilleur entraîneur du Nîmes Olympique depuis des années et qui, en fait, sans qui Nîmes ne serait pas là. On enlève l'ADN formation, pareil, sans les joueurs formés au club, je pense que Nîmes ne serait jamais monté en Ligue 1. Bon, là, il n'y a pas les supporters, ça, c'est pas de la faute de Rani Assaf, c'est le Covid. Mais du coup, moi, la question, c'est quoi son projet à moyen terme, en tout cas, pour le Nîmes Olympique? C'est une question très intéressante parce que je pense que c'est une question très globale sur la place du football et la place d'un club de football professionnel. Rani Assaf, lui, il pense, comme il dit, tableau Excel. Il voit ses dépenses, il voit ses coûts, et son objectif, c'est vraiment de faire un club qui répond à toutes ces dépenses par des recettes, par son projet de nouveau stade qui va voir le jour, mais qui est forcément contrarié par le Covid, qui est contrarié par des problèmes administratifs. Donc lui, il se dit, j'attends mon nouveau stade, j'attends d'avoir des revenus qui seront suffisamment intéressants pour être ambitieux et de permettre d'avoir un club qui s'autofinance, en gros. C'est son projet. Alors forcément, ça va poser la question sur où est le sportif dans tout ça. C'est une bonne question ouverte. Ouais, parce que c'est bien beau d'avoir un très beau stade tout neuf, mais on n'oubliera pas aussi qu'une descente en Ligue 2, ces dernières années, en tout cas, on a vu des clubs qui souffraient, qui étaient plus proches d'ailleurs après de descendre en national que de remonter. Il faudrait quand même pas que Nîmes chute, parce que ouvrir un nouveau stade en Division 3, c'est pas pareil, il n'y a pas cette peur-là. Tu as raison, Laurent. C'est en tout cas la crainte des supporters qui vont forcément, eux, dans un premier temps, se mobiliser pour leur centre de formation, pour leur avenir. Et cette crainte aussi de végéter et de retrouver une place qui était celle de Nîmes Olympique il y a quelques années, en transition, ne pas être ambitieux, de vider l'ADN et la ferveur qu'il y avait autour du projet qu'a mené Bernard Blacquart ces dernières années. Ouais. Du coup, la saison prochaine, on attend souvent d'un relégué de Ligue 1 qui essaye de remonter au plus vite, de jouer le haut de tableau. Là, à court terme, tu penses que Nîmes va pas être armé, enfin en tout cas, tout dépendra du mercato, mais en tout cas, sur le papier, là, à l'heure actuelle, ce sera difficile de mettre Nîmes parmi les prétendants, selon toi? Ah oui, ce sera un Nîmes Olympique en transition, on peut véritablement dire ça. Je pense que ça va être la fin de cycle pour beaucoup de cadres. Ferrat, Briançon, éventuellement Ripard. Qui vont partir qui devraient partir, ouais. Ah ouais. Qui seront courtisés, même les recrues plus récentes, comme Mélim, comme Koubas, des joueurs qui ont fait globalement une bonne saison. René, qui se retrouve libre parce qu'il a une année en option qui n'a pas été reconduite avec la descente. Beaucoup de joueurs qui tenaient aussi le vestiaire, ça va être fortement chamboulé. Et puis, le club va se tourner vers des profils jeunes, libres, européens, avec la nouvelle cellule de trading qu'a mis en place Reda Hamash, le directeur sportif.
Et j'ai une dernière question, justement. Moi, je t'en parlais un peu avant cette émission. Là, il y a un projet à 18 clubs en Ligue 1 qui impacterait forcément la Ligue 2, bref. Et le collège Ligue 1 a voté majoritairement hier, même très majoritairement à 17 voix pour ce projet-là. Nîmes a participé à ce vote et s'est dit favorable, au même titre que le DFCO. On peut s'interroger pourquoi les deux clubs qui descendent voudraient une Ligue 1 à 18 clubs, voudraient donc une difficulté supplémentaire pour monter. Ça s'explique pas trop en fait. C'est vrai, Laurent, on a du mal à voir les choses. Après, Rani Assaf est toujours dans cette logique économique. Donc lui, il se dit qu'il y a des revenus qui vont retomber forcément dans un plus long terme avec cette Ligue 1 réduite. Il pense comme ça, en tout cas, il pense très, très pragmatique, très économique, mais certainement et souvent au détriment du sportif. Ouais. C'est quoi, Colin, les valeurs marchandes de l'effectif, enfin, les joueurs sur lesquels tu peux faire rentrer un peu d'argent durant ce mercato? Alors, il y a Zinedine Ferrat, évidemment, Ferrat, qui est l'un des meilleurs passeurs du championnat, qui pourrait partir. Bon, Rami Assaf l'a annoncé à 2 millions. Je pense que ce partira plutôt dans le côté de 3-4, voire 5, selon les intérêts des clubs. Il y a Birger Meling, qui a été une grosse satisfaction, le latéral gauche norvégien. Il y a Andrés Cubas, le paraguayen. Il y a Anthony Briançon qui reste quand même une dernière année de contrat, mais qui a été quand même souvent blessé. Il y a Renaud Ripart qui est vraiment le couteau suisse et l'âme de ce club et qui a une certaine valeur marchande. Et après, il y a des joueurs qui resteront. Il y a Lamine Fomba qui a fait une bonne deuxième partie de saison, qui peuvent partir à quelques millions d'euros, mais ça n'aura pas de grosse plus-value, en tout cas à Nîmes Olympique. Et Baptiste René, qui a connu sa deuxième descente en 2 ans, qui ne voulait pas jouer en Ligue 2 avec Toulouse, qu'est-ce qu'il en sera là? Baptiste René avait signé 1+1 avec une année en option qui était en cas de maintien en Ligue 1. Forcément, il sera libre. Il va se poser sincèrement la question de savoir ce qui fait son avenir. Il s'est rapproché de sa famille dans le sud, mais est-ce qu'il veut continuer à Nîmes en Ligue 2 ou est-ce que, au vu de sa saison, est-ce qu'il serait légitime de trouver un autre club de Ligue 1 peut-être un peu plus stable? C'est la question. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le contexte autour de ce club. On voit que c'est tellement agité, que c'est tellement compliqué, qu'il y a les supporters n'ont pas été remboursés leurs abonnements, les primes ont été gelées, ils n'ont pas été payés pour les joueurs. Il y a tout ce contexte qui est très très pesant pour les joueurs et pour tous les salariés du club. C'est la prime de relégation qui n'a pas été versée du coup? Exactement, les primes de victoire qui ont été rares mais qui n'ont pas été versées. Non, je charrie, mais bon, c'est sûr qu'il y a quand même des primes annoncées en début de saison qu'il faut respecter, même si c'est une saison difficile. Bon, merci Colin pour ce tableau peu reluisant et c'est-à-dire qu'on n'a pas trop. On s'attend à un gros Nîmes olympique du coup. Là, Nîmois la saison prochaine. Non, mais ça fait penser beaucoup à Amiens, c'est vrai. Ça, un peu. Ça ressemble un peu. Peut-être même en pire. Ouais. Bon, Colin, pour te remonter le moral, on te propose de rester avec nous pour le quiz si tu veux. On va voir si tu tiens ton rang d'ancien, même encore actuel. Hein. On rappelle que tu nous donnes des bons coups de main de temps en temps sur Ma Ligue 2, que tu as aussi été à la base du site longtemps avec Nîmes, qui a longtemps été un club de Ligue 2 avant de monter. Donc, on va voir si tu as encore des connaissances. Hein. Si tu as gardé des souvenirs précis, on va enchaîner directement avec ce quiz. Un seul thème aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux, mais finalement, j'ai bien fait de choisir ce petit thème puisque ça sera une compo à retrouver chacun votre tour. Vous devrez me donner un joueur qui était titulaire lors de ce match ou qui était remplaçant et qui est rentré en jeu. Donc, il y a en tout 28 noms à trouver. Et ce match, c'est le barrage retour 2016-2017 entre Lorient et Troyes. 0-0 à Lorient et Troyes était monté grâce à sa victoire 2-1 à l'aller. Ah, c'est le retour là. Ouais, là, c'est le retour 0-0. 2016-2017. Traquenard en fait. Moi, j'ai juste le coach. On aura donné le coach. Attends, c'est le match aller, c'est ça, un match retour. Match retour. Aïe, aïe. Voilà, je t'avoue, Colin, même moi, je suis en galère. Donc, C'est le match retour. Vous pouvez me donner les coachs si vous voulez, ça fait 30 noms. Colin, tu peux commencer si tu veux. Tiens, invité. Donc, Lorient, 3. La légende de la Ligue 2, Benjamin Nivet, je suppose. Benjamin Nivet, c'est bon. Et s'il n'est pas titulaire au match retour, il avait marqué le but vainqueur au match aller. Et au match retour, il rentre à la 71e, donc c'est bon. Philippe, à toi. Je veux dire son acolyte Stéphane Darbion. Stéphane Darbion, capitaine, c'est bon. Et non, il avait la gastro ce jour-là. Il était là, je l'ai. Allez, Dorian.
Ah mince, c'est à moi. Wow. Fou. Alors là, bonne question. T'as le droit aux entraîneurs. Ah non. là, Ouais, attends. Ouais, bah. C'est long, Ouais. c'est long. Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia, Ouais, c'est j'ai bon. dit, putain. Ça passe. Tu franchis un tour. Laurent, à toi. Ben, on a un peu dit tout ce que je. Voilà. Du côté de Lorient, il y avait. Oh là là Ah, je crois que j'ai le coach de Lorient. Moi, je crois que j'ai le gardien de 3. Il y a des joueurs qui sont Ah, et de Lorient. connus. Mamadou Samassa. Oui, de l'eau. Mamadou Samassa Ah oui. dans les buts de Bien 3. joué. C'est bon. Bien joué. Un tour est passé. Colin, à toi. Et je crois que le gardien en face, c'était Benjamin Lecomte. C'est ça? C'est tout à fait Ah. Benjamin Lecomte, le gardien de Lorient. Bravo. Excellent. Philippe. Oh, ah bah là. Il y avait déjà Vincent Le Goff à Lorient? Vincent Le Goff, Ah oui, titulaire oui. arrière-gauche, tout à fait. Ok. Je pense que le coach c'était Bernard Casoni à Lorient. Et oui, Bernard Casoni Voilà, bravo. sur le banc. Ah, si, Des Merlus. si, c'est lui. C'est lui Ah qui ouais, avait bravo. fini la saison. Ouais, je me il a souviens, fini en la Ligue 1, et- Lorient, y avait-il Jérémy Aliadière? Jérémy Aliadière. déjà plus là. Jérémy Aliadière, il rentre à un quart d'heure de la fin. Oh Ça là là. passe. Oh, c'est beau ça. Oh là C'est là. beau. Deux tours Très complets. très ouais, beau. c'est pas 2 mal. tours complets. Oui, vous avez été pessimiste. mais, vous êtes très bon. Colin, à toi. Il devait avoir Romain Philippotto dans Lorient. Romain Philippotto, tout à fait, qui avait été Absolument. très bon ce jour-là. Titulaire, il est remplacé par Aliadière. Ah. Bon. Philippe. Bah, je vais perdre en premier alors. Je cherche un joueur de 3, mais alors il n'y a vraiment rien qui me vient. Et Je vais pourtant, Bah ouais, pourtant. Je vais quand même tenter Jimmy Giraudon. Oui, bah oui. et bien sûr, Jimmy Ouais, Giraudon, il était C'était- déjà là. Oh putain, Tu me l'enlèves. Titulaire en défense Tu me l'enlèves. centrale. Tu me l'enlèves. Je pense qu'à Lorient, il devait avoir Benjamin Mukanjo. Benjamin Mukanjo, titulaire à la pointe de l'attaque. Lorientais, c'est bon, mais vous êtes excellent en fait. Alors à Lorient, il devait y avoir, j'espère que c'est cette année-là, un certain Gilles Sounou. Gilles Sounou. Gilles Sounou. Et il ça n'y a sent pas bon. Gilles Sounou Ah, il n'y a pas Gilles à Sounou. Lorient. Aïe, aïe, aïe. Ah, on a Terrible. perdu Laurent. On a perdu. Première éliminé, Ah, Laurent. mais là, Qui était l'attaquant de 3? Ouais, moi aussi, aucune depuis tout idée. à l'heure, j'essaie de trouver Ah, mais l'attaquant. si. Et... Adamanian. Eh Ah oui, Adama oui, Niang. bien sûr, meilleur Mais buteur en ce, plus. quand même. Ah oui, meilleur buteur cette saison-là. en Eh plus. oui. Ah oui, Adama. Bien joué. Bien joué, Alors, bien le joué. reste, Julien Faussurier. Julien Faussurier. Ah non, il était déjà à Brest. Il était à Brest, je pense. C'est à Brest. Julien Ah, Faussurier, Brest, je vais regarder sur le banc, mais Julien Faussurier, il n'est pas là. Ah là là. Il Ah, n'est pas là. l'arrière gauche à 3, je pense que c'est Lionel Carroll. Oh, c'est beau. Possible. Je pense, Lionel non Carroll. C'est ça? Non? Je pense que c'est Lionel Carroll. Je pense, Et- et après il part en Turquie. Et ben, c'est pas Lionel Carroll. Non Ah là là c'est là pas là Lionel là Carroll. là, l'histoire de Colin. Il était Ouais. déjà parti? Il était. Ouais, Ah sans doute. putain, je pensais qu'il était parti avec la montée en Ligue 1. Victoire de Colin. Sinon, Bravo. j'avais Jérémy Cordoval, peut-être. Ouais, allez, donnez-moi Ah, les putain. noms, là, les autres noms. Putain, Jérémy mais j'ai- Cordoval, J'ai titulaire hésité bon. entre Cordoval et Carroll en plus. faut le- Qu'est-ce qui était avec Lorient, on n'en a Giroud pas beaucoup aussi. Morel. Non. Non, Morel. non, Morel, il n'était pas à Lorient. Il était à l'OM. Attends, on va faire Il était déjà 3 loin. peut-être. On va faire Ouais, 3 faites 3, il reste. Dengomé peut-être. Dingomé, ouais, c'est bon. Dingomé, ouais. Oh. Dingomé, Bien il y a joué. un joueur qui. joue Azamoum, encore à il trois. était déjà là. Azamoum, titulaire. Ah Au milieu de terrain, il n'y a ouais, pas Thiago. putain. Il y a Thiago Xavier. tout à fait. Ah ouais, j'en ai plein en fait. Vous les avez tous. Et c'est qui en défense centrale avec Giraudon? C'est Erel. Ah ouais, Christophe Herrel. Herrel. L'arrière gauche, c'est Ouais. Obiang. Ah, Ouais, Johan Et Obiang. le milieu offensif avec Darbion, c'est Samuel Grandcir. Ah ouais, j'aurais. Et les joueurs qui rentrent, donc il y a Nivet, Aloïs Confet et Aloïs Jonathan Ruiz, Sinan. oui. Ah oui, Jonathan. Sinan, ouais. Et alors, le banc de Lorient, donc Aliadir, vous aviez trouvé. Cafou, je crois que c'est le mec qui est passé à Bordeaux, je crois. Ouais, je vois qui. Ah oui. Jimmy Cabot sur le banc. Ah d'accord. Ah bah tu vois. Ouais. Et la défense de Lorient, donc Lorient, c'était Lecomte dans les buts, Steven Morera, Ah oui. Mathieu Péberne, Ah ouais. Mickaël Siani, capitaine, Ah oui, oui, bah oui. Vincent Le Goff, arrière-gauche, le milieu, Lotua, Mesloub, Mvouemba, Oui, et une Walid. attaque, Philippe Otto, Mukanjo et Majid Waris. Ah, quand Ah même. bah oui, Un peu, Magid ouais. Waris, ouais. Il n'y avait pas Bon. Benjamin Janot? Il Ah, n'y il était avait peut-être pas rempli. Benjamin Janot, non. Il n'est Non. pas suspendu. Il n'était pas suspendu. Oui, il était ouais, ça me dit. Parce Oui, qu'il c'est avait En vrai, tout c'est cas, pris, il n'est pas sur le banc. C'est à Lorient qui avait pris 10 matchs ou un truc comme ça, non? C'était pas. Peut-être, ouais. Ah ouais. Voilà, à cette époque-là. Bah, je sais plus.
Ou c'était à Dijon. Ah, c'était peut-être à Dijon. Bon, je sais plus. Mais Bon, bah, en tout cas, victoire de Colin. Bah, ouais, grand retour, tu vois. Bravo, retour dans le ouais, quiz. tu reviens quand tu veux, du coup, ça va, t'as gagné le droit. Excellent. On Vous va avez se été bon, côtoyer vous plus avez été souvent. bon. Vous étiez pessimiste au début, mais franchement, vous avez. Ah, ouais, Ouais, attends, ouais, c'était il y a Vous en 5 avez ans. réfléchissant enchaîné. un peu. En réfléchissant un peu. Dans Bravo, 5 ans, tu messieurs. nous feras le Villefranche Ouais, Niort. Niort. Et là- On se souviendra Tu sais tous, que j'ai eu je peur pense. quand t'as dit cette année-là, j'ai eu peur que tu dises Orléans-Paris quand même. Ah ouais, non. Ouais. Et là, je me suis dit, Ouais, ah ouais, non, mais en non, plus, non. Paris, c'était Trop que dur. des joueurs nationaux. Ouais, Ça ça va va être être improbable. impossible. C'est clair. Bon, bah, merci, messieurs, d'avoir été là pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, toute l'actu de la Ligue 2. Ouais, Dorian, tu veux rajouter un truc? Oui, non, j'allais te laisser finir et dire que aujourd'hui, le mercredi 19 mai, il y a un super livre sur Giroud qui sort chez Talent Sport, c'est ça, Alexandre? C'est ça, ouais. Talent Sport c'est édition, gentil, merci. dis-moi le titre exact que je l'écorche pas. Confidence. Voilà, confidence avec Giroud, la légende de la JOCR qui s'est confiée Mm. auprès d'Alexandre Alain et ça sort aujourd'hui, mercredi 19 mai, voilà, en ligne ou dans les meilleures librairies évidemment. Donc on ne peut que vous conseiller de courir pour acheter plein d'anecdotes savoureuses de notre bon vieux Giroud, toujours en pleine forme, Alex. Yes, c'est gentil. Merci. On en fera gagner un sur De rien, ma Ligue 2, Alex. bien sûr. Il parle d'un autre club qu'il a brièvement entraîné. Bien sûr qu'il en parle, D'accord. t'inquiète pas. Ok. Le RC Lens quand même, on va De préciser pour ceux. de ces 4 matchs qu'il a dirigés, mais j'ai l'impression que 12 ans après, c'est Ouais, c'est toujours de sa faute. C'est j'ai resté dans la l'impression. légende. Et même pas 4 matchs, plus que 4 matchs, mon cher. 6, non? C'est pas 6? Ouais, 2 de Coupe d'Europe peut-être. Et il vous a fait gagner il a- la Coupe Intertoto. Hein. C'est votre seul trophée européen. Ah, non, il nous a pas fait gagner la Bah, Coupe dans la Intertoto. légende. Dans la légende. Il a jamais fait gagner la Coupe Intertoto. Hein. Ah non. Je crois qu'il fait Ouais, un tour ou un truc. Non, Giroud a entraîné 7 fois le Racing Club de Lens, 1 victoire, 4 nuls, 2 défaites, Bon, c'est 5 buts marqués, 5 buts pris. Hein, voilà. Et Non, voilà. non. Bilan à l'équilibre. Il a C'est juste correct. le- Ouais. Ouais, c'est bilan, oui. Franchement, pour Avec Furlan, c'est un bon bilan. Hein. Avec Sidi Keita au milieu de terrain. Sidi Keita, exactement, qui marque d'ailleurs le seul but de Giroud Ah ouais. en Ligue 1. Mais, Je m'en souviens. il parle de son passage à Lens dans, Ah bon. Ouais, on j'imagine. verra bien. Dans le Ouais, c'est livre. bien. Bon, après cette petite parenthèse au Cerro lensoise, merci encore de nous avoir écoutés. Et puis, toute l'actu de la Ligue 2, tu as retrouvé sur ma Ligue 2. On va vous parler des playoffs, des barrages Ligue 2 nationale. Donc voilà, pour tout savoir, le site et l'appli Ma Ligue 2. Et puis la chaîne Twitch, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Salut à tous, à bientôt. Salut, ciao. Ciao.